Bon, 15h06, j'ai 20 minutes. Voilà, donc déjà je vais faire très vite, je vais me présenter. Donc je m'appelle Fabien Rimbaud. Je suis président de l'association Caliban, donc qui est une association qui regroupe des amateurs de robotique aussi bien en France qu'en Belgique, qui organise les apérobos, qui sont des rencontres mensuelles pour permettre à chacun de partager cette passion. Je suis aussi PDG et cofondateur de la société Cybdroid qui fabrique des robots humanoïdes, c'est notre spécialité. Il y en a un qui est ici, mais qu'un de nos techniciens a cassé hier, donc il ne fonctionne pas. Et il y en a un autre là-bas qu'on activera tout à l'heure. Je suis aussi PDG et cofondateur de la société France Robotique qui distribue et commercialise des pièces détachées pour les robots, y compris les robots de nos concurrents. Donc on commence à bien connaître ce genre de machine. Aujourd'hui, je suis face à vous. C'est pas pour vous faire un laïus sur à quel point Cybdroid on est vachement bien et à quel point Caliban est la meilleure association du monde, même si c'est la vérité. C'est surtout pour vous faire un petit historique de la robotique, l'état de l'art, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est à l'échelle planétaire. Et quel avenir pour la robotique, sachant qu'en fait pour moi un robot en fait s'il n'est pas humanoïde c'est pas un robot, je suis désolé de le dire comme ça et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. En fait la robotique humanoïde est quelque chose d'extrêmement vieux, on croit que c'est récent, c'est les films de science-fiction, ce genre de choses. En fait, ça peut remonter à l'Antiquité. Si par exemple on prend le mythe du golem, le golem est déjà un robot, il est programmé pour faire des choses. Donc ça remonte déjà avant Jésus-Christ, le rêve d'avoir un assistant mécanique qui a exactement, on va dire, la même morphologie que nous, pas l'apparence, mais la morphologie. Et donc du coup, c'est quelque chose de très vieux. Le temps passe, on continue de rêver, on parle de mythes, de religion, de magie concernant ce genre de choses. Et puis il y a un certain René Descartes qui arrive et qui invente un concept qui est le principe de l'homme mécanique. L'homme mécanique, c'est qu'il part du principe qu'en fait tout ce qui existe peut être modélisé et ce qui se modélise peut être fabriqué. Et puis il y a Pascal, Blaise de son prénom, qui invente une machine qui s'appelle la Pascaline. La Pascaline, c'est la toute première machine à calculer, elle était mécanique. Et il y a déjà à l'époque des personnes qui se sont dit « mais oulala, on réussit à reproduire quelque chose de complètement abstrait, tel que le calcul ». Quand on calcule, quand on y pense, c'est vraiment un concept, il n'y a rien de factuel dans le calcul. Qu'une machine soit capable d'élaborer, de fonctionner selon un concept, ça donne des idées aux gens, ils se disent mais finalement peut-être que la pensée humaine, on pourrait reproduire la même chose. Là-dessus, le temps passe et arrive le XXe siècle. Ben oui, entre-temps c'était juste des doux rêveurs. Le XXe siècle, il y a un certain Karel Capek qui était un dramaturge. Je ne suis pas très calé en art, en trucs de théâtre et tout, ça, voilà. Mais qui écrit une pièce de théâtre dans laquelle interviennent des machines à morphologie humaine. Et puis il y a toute une histoire qui se passe avec des bagarres, c'est un peu l'ancêtre de Terminator, c'est que ces machines volent le travail des êtres humains dans les usines. Et ces machines s'appellent des robots parce que, robots, on parle beaucoup de robots ici, mais je n'ai pas entendu, pourtant j'ai prêté l'oreille. Ça vient du tchèque en fait, robota, qui signifie travail, travailler en tchèque. Donc le robot signifie véritablement travail. Cette pièce cartonne et fait rêver un espèce de petit gamin, un russe immigré à l'âge de 3 ans aux États-Unis qui s'appelle Isaac Asimov, qui est probablement une des personnes les plus importantes de toute l'histoire de la robotique, qui écrit toute une série de romans qui traitent des robots, mais des robots humanoïdes. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi humanoïde, parce qu'il y a une vraie raison, c'est pas juste un caprice d'ingénieur, c'est pas juste pour se faire plaisir, il y a un vrai sens, et un sens qui à la fois est philosophique et sociologique à la question du robot humanoïde.
Isaac Asimov, donc dans les années 30-40, commence à écrire ses premiers bouquins sur la science-fiction, avec les robots, les cavernes d'acier, Face au feu du soleil, et ainsi de suite. Et il rencontre un franc succès, et là, il y a toute une armée, il y a tout un tas de gens qui grandissent en découvrant ces histoires, et ils sont complètement fascinés par ce concept, en se disant, un jour, c'est ce que je veux faire. Mais on est encore sur des machines pour simuler la pensée, qu'on appelle des gros systèmes, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, apparaissent des systèmes comme l'ENIAC, comme l'UNIVAC, qui sont les premiers ordinateurs, c'est-à-dire que même ce bâtiment-là, limite, ne serait pas suffisant pour héberger une machine qui fait 10 opérations par seconde, donc c'est complètement hors de portée. Et puis, Kennedy s'engueule avec Khrouchtchev, et donc la course à la Lune est lancée. Et donc la NASA, pour pouvoir poser le LEM sur la Lune, parce que c'était ça l'objectif, lance un appel d'offres pour avoir un ordinateur qui tient dans l'équivalent d'une armoire normande. Cet appel d'offres est remporté par une société qui s'appelle Hewlett-Packard. Et donc, on commence à avoir un ordinateur d'une taille à peu près correcte, avec des puissances de calcul à peu près correctes. Le temps passe, les micro-ordinateurs apparaissent. Alors, il y a les Pro Macintosh, les Pro IBM et tout ça. En fait, au final, on s'en fout, c'est le form factor qui compte. C'est-à-dire que c'était le rêve d'Asimov qui commence à se concrétiser. Une petite télé avec une machine à écrire qui permet de simuler des traitements qu'on fait en général par la pensée. Là, on est fin des années 70. Et dans les années 80 arrive Rodney Brooks, qui est probablement le Albert Einstein de l'intelligence artificielle. Et Rodney Brooks élabore un robot qui s'appelle Cog, qui est, à mon sens, le premier vrai robot humanoïde de tous les temps. Et le truc, il avait une forme un peu humanoïde, il n'avait pas de jambes, mais c'était déjà un buste avec des bras et une tête, derrière lequel il y avait 150 ordinateurs qui tournaient en parallèle pour que le truc réussisse un petit peu à réfléchir, mais il était déjà capable de saisir des objets et ce genre de choses. Les travaux de ce Rodney Brooks, qui aujourd'hui est à la tête d'une entreprise et qui produit Baxter, c'est des concurrents, ces gens-là sont des concurrents du Baxter de Rodney Brooks, inspire la société Honda, donc une société japonaise, qui élabore du coup ces tout premiers robots humanoïdes, le P1, puis le P2, le P3, le premier qu'ils ont véritablement présenté, un robot capable de monter une ou deux marches, capable de marcher, de garder l'équilibre. Et puis, il progresse et vient au début des années 2000, fin des années 90 même, le tout premier Asimo, donc un robot, je pense que d'une façon ou d'une autre, vous l'avez tous vu. Et ce Asimo a vraiment révolutionné les choses en montrant qu'en fait, ce genre de machine était possible. Là-dessus se placent plein de choses, des sociétés comme Kawada Industries, comme Aldebaran en robotique, ou comme la mienne, c'est Cybdroid, se crée en se disant merde, on peut le faire. Et puis du coup on arrive au stade aujourd'hui où on a des robots humanoïdes qui savent rien faire. Souvent on me pose la question, mais ça sert à quoi ce genre de choses? Alors je réponds, ça sert à se faire plaisir déjà. Mais vous allez comprendre, c'est-à-dire que maintenant on va arrêter d'être sur le phénomène historique au niveau du robot humanoïde, on va aller pourquoi l'humanoïde? L'humanoïde, c'est une raison très simple, c'est que un humanoïde, c'est destiné à travailler et collaborer avec nous. Et je dis bien collaborer, pas nous remplacer. Une pince n'a pas pour vocation de remplacer la main. Une pince est là pour faire autre chose que ce que fait la main. Et donc du coup, pour une machine qui doit collaborer avec nous, ça veut dire qu'elle doit évoluer dans notre environnement. Il y a deux écoles en fait dans la robotique. Ceux qui veulent robotiser toutes nos machines pour qu'elles fonctionnent de façon indépendante. Et moi j'ai horreur de ça, ou ceux qui se disent tiens, on va faire une machine qui va être capable d'exploiter toutes les machines qu'on a déjà. La forme optimale pour évoluer dans notre société, c'est la morphologie humanoïde. Les marches d'escalier, la boîte de vitesse, le couteau, le clavier d'ordinateur, tout ça c'est optimal pour une forme humanoïde, une forme, pas une apparence. Il suffit de voir déjà qu'un être humain qui ne répond pas à des critères standards de morphologie humanoïde, en termes de taille, en termes de poids, en termes de nombre de doigts qu'il a, on parle de personnes handicapées. Donc il est évident qu'une machine qui doit évoluer à nos côtés, si elle ne répond pas à cette problématique-là, elle sera handicapée. Donc en fait, on se pose un problème dès le départ. Donc en fait, une machine pour pouvoir évoluer à nos côtés doit forcément avoir notre morphologie.
L'apparence, c'est autre chose, c'est d'autres débats. Vous pourrez venir me voir après si vous avez envie d'en parler, mais je ne vais pas l'aborder pour l'instant. Et ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est l'intelligence artificielle qui est ma grande passion depuis toujours, et je travaille dessus depuis extrêmement longtemps. Et en fait, il y a une chose qui est apparue, c'est que l'intelligence ne peut être que sociale. Il n'y a pas d'intelligence unique. Une intelligence, elle est forcément en interaction avec d'autres intelligences, et ça entraîne un effet, un cercle positif qui fait que les intelligences s'auto-entraînent et évoluent. Donc du coup, on a face à nous des machines qui, pour évoluer à nos côtés, doivent avoir notre morphologie, tout simplement pour pouvoir utiliser nos outils, et qu'en plus de ça, l'intelligence ne peut être que sociale. Avec le robot humanoïde, on est à la croisée de toutes ces choses, c'est-à-dire que c'est inévitable. C'est la seule solution pour avoir des machines pensantes et qui puissent évoluer à nos côtés. Vous allez dire, oui, mais pourquoi vouloir absolument ce genre de choses? Et je vais vous donner la réponse assez rapidement. C'est tout simplement, l'homme a toujours cherché un compagnon pour ne plus être seul. On l'a cherché, et on le cherche toujours d'ailleurs, dans la question de Dieu, par exemple, dans la question, pour d'autres, les extraterrestres. C'est la question en fait, de se dire, regarder les étoiles et ne plus être seul à regarder les étoiles. Aujourd'hui, on est en capacité d'avoir des systèmes qui pourront regarder les étoiles avec nous, et d'une façon de penser qui sera complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils pourront peut-être nous apporter des solutions à des problèmes qui sont insolubles pour nous, et vice-versa. Parce qu'en fait, je vais revenir sur l'intelligence artificielle, il y en a deux types. Il y a, synthétiquement, je fais des raccourcis, après, comme dirait l'autre, Google est votre ami. Il y a ce qu'on appelle les intelligences artificielles dites faibles et les intelligences artificielles dites fortes. Une intelligence artificielle faible, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va être capable d'apprendre, déjà c'est la base, un truc qui n'apprend pas, ce n'est pas une intelligence artificielle, mais qui aussi va être capable de modéliser et qui va être capable d'élaborer des stratégies. C'est-à-dire face à un problème donné, il va analyser le problème, il va apprendre de son passé et il va élaborer une stratégie pour apporter une réponse. Mais ça, c'est uniquement dans le cadre qui a été conçu par, en gros, le développeur. Le robot est programmé pour ça. Ces intelligences artificielles-là, elles sont partout, vous les côtoyez tous les jours, c'est elles qui gèrent la bourse, c'est elles qui sont dans vos jeux vidéo, c'est elles qui pilotent les missiles. En fait, on a affaire à des machines intelligentes, mais complètement idiotes, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'on leur dit de faire. Elles sont ce qu'on met dedans. Maintenant, une intelligence artificielle forte, ce sur quoi on travaille et ce qui nous intéresse, c'est exactement la même chose. C'est une machine qui est capable d'apprendre, d'élaborer des stratégies, de modéliser, mais à la seule différence que c'est dans un cadre qui n'a pas été défini par le développeur. C'est-à-dire que c'est cette intelligence artificielle elle-même qui définit quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce qu'elle va vouloir modéliser. Ces machines-là, c'est les machines qui font peur aux gens, et pourtant, c'est les machines qui n'ont aucune raison de faire peur. Je vais vous expliquer ça tout simplement. C'est qu'une intelligence artificielle forte, pour pouvoir démarrer, elle doit synthétiquement, en très résumé, avoir ce qu'on appelle une pulsion de vie. C'est comme ça en tout cas qu'un certain Freud l'appelait, ça lui a posé énormément de problèmes d'ailleurs à Freud. Alors après il y a Lacan, on peut débattre et tout, mais bon, globalement pulsion de vie, vous comprenez tous ce que ça veut dire. C'est un truc qui fait qu'on a une raison d'exister. Pour Freud, et même d'autres, chez l'être humain, c'est l'instinct de reproduction. Et chez les animaux, on est tous là on est sur Terre on n'est pas sur Terre pour dormir ou jouer à la console. Notre mission de base, on va dire, ce qui est codé dans notre ADN, c'est de nous reproduire pour permettre à notre espèce de perdurer. Mais ça, c'est pas possible avec une machine. Ou on peut le simuler, mais ça s'appelle tricher. Pourquoi? Parce qu'en fait, une machine peut être potentiellement à tout point de vue immortelle. Donc la pulsion de vie n'a pas de sens de vouloir faire perdurer l'espèce, puisque la machine en elle-même peut être éternelle. Donc, on pourrait le simuler, mais ça n'a aucun intérêt parce que c'est triché. Par contre, il y a une autre pulsion qui est tout aussi puissante
que l'instinct de reproduction et l'instinct de survie, qui est la pulsion de connaissance, savoir, connaître, comprendre. Ça, c'est quelque chose qui peut être un véritable moteur. C'est pour ça, je vois qu'il y a des étudiants, il y a des jeunes, c'est pour ça que vous allez à l'école. Vous n'allez pas à l'école pour apprendre 1515 Marignan, vous allez à l'école pour apprendre à apprendre. C'est ça, et en fait, l'éducation nationale, quand elle vous lâchera, vous serez capable d'apprendre. C'est ça que ça sert. Après les dates, il y a Wikipédia, donc bon, je sais, je ne vais pas me faire copain avec les profs, mais n'empêche que je pense. Ça, c'est une pulsion qui est extrêmement puissante, et au moins aussi puissante que l'instinct de survie. Tout le monde a besoin de savoir et de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans une intelligence artificielle. C'est quelque chose qui peut faire fonctionner ces machines avec autant de volonté que notre volonté de survie et notre volonté de nous reproduire. Et sans tricher, c'est-à-dire que ça peut apparaître spontanément dans la machine. Or, qu'est-ce qui est l'ennemi du savoir, l'ennemi de l'apprentissage? Il y a l'opposé très clair et net de tout ça. Ça porte un nom, en fait, ça s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est un nom, j'adore, moi je trouve qu'il fait trop science-fiction. En fait, il désigne une chose très très simple. Il désigne la perte d'une information pour toujours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et cette chose disparaît et on ne pourra plus jamais le savoir. Synthétiquement, et je sais que des chercheurs hurleront au scandale quand je dis ça, mais je fais des raccourcis parce que je n'ai que 20 minutes et donc je n'ai plus que 4 minutes. Synthétiquement, il y a deux phénomènes qui sont parfaitement anthropiques. C'est alors les trous noirs. Un trou noir, quand il avale une planète, qu'il avale une étoile, on perd toutes les informations qui sont liées à cette planète ou à cette étoile, et ainsi de suite. La donnée, les lois de la physique ne permettent pas de récupérer cette information. Et il y en a un autre qu'on connaît tous et qu'on vivra tous un jour. Enfin non, justement, on ne le vivra plus. Ça s'appelle la mort. On a deux morts. Il y a notre mort physique, où déjà notre individu s'éteint. Et il y a une deuxième mort, c'est quand il n'y a plus personne qui est là pour se rappeler de nous, pas se rappeler de nous parce qu'on est beau ou parce qu'on est gentil ou ce genre de choses, mais pour respecter les valeurs qui font notre individu, pour respecter notre intelligence, ce qu'on est. On a deux morts. La mort est un phénomène parfaitement anthropique. Or, je vous expliquais qu'une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une vraie, son ennemi, c'est vraiment son ennemi, c'est la perte de connaissance, puisque sa pulsion de vie, c'est de connaître. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle forte va fuir l'entropie. Elle va chercher absolument à tout prix à éviter de perdre de l'information. Donc en fait, ces machines-là, on n'a pas tellement à avoir peur qu'elles soient dangereuses pour nous, parce qu'au contraire, spontanément, on voit un petit peu les lois d'Isaac Asimov qui apparaissent, elle sera là, elle sera protectrice pour protéger l'information, parce qu'on est la plus grande source de richesse en termes de connaissances qui existe actuellement dans l'univers. Donc on n'a pas à avoir peur d'elle. Donc synthétiquement, on n'a pas à avoir peur qu'une machine devienne intelligente. On doit continuer à avoir peur qu'une machine reste bête, parce qu'en fait, elle sera ce qu'on a mis dedans. Et donc, c'est pour ça que nous, on travaille au niveau du robot humanoïde et sur les intelligences artificielles fortes. C'est tout simplement pour avoir ces machines-là à nos côtés, dans nos sociétés, et qu'elles puissent apporter des réponses à nos problèmes. Et donc, du coup, on pourra philosopher avec elles jusqu'à la fin des temps. On ne sera plus enfin seul à regarder l'univers. Et ce n'est pas parce que c'est nous qui les aurons créés qu'on leur sera supérieur. Ce n'est pas parce qu'un couple décide d'en avoir un enfant que l'enfant a une valeur moindre que ses parents. Et bien là, ça n'est plus le produit d'une union entre deux individus, c'est le produit d'une union entre plusieurs cerveaux qui accouchent d'un individu pensant. C'est ça, la pensée peut être physique. Et je vais terminer là-dessus. Si vous estimez que ce genre de choses n'est pas possible, que l'être humain ne pourra jamais créer la pensée, une pensée à un niveau de performance au moins équivalent. Je n'ai pas dit similaire, parce que ces machines seront différentes, mais un niveau de pensée équivalent à l'être humain, ça veut dire que fondamentalement, vous êtes croyant.
Parce que ça veut dire que vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être modélisé. Ce qui se modélise, ça se programme. C'est pour ça qu'il y a deux écoles. Soit on est croyant et on estime qu'il y a une étincelle divine en l'être humain, donc on ne peut pas modéliser, donc on ne pourra jamais le reproduire. Soit on estime qu'il n'y a pas d'étincelle divine, auquel cas ça veut dire que ça se modélise et que tôt ou tard, on pourra le reproduire. Il est 15h26, ça fait les 20 minutes. Je vous remercie de votre attention. J'ai un petit problème. Tu nous as dit qu'en fait, un robot vraiment autonome, il ne respectait pas les horaires. Donc, tu es moins autonome qu'un robot rebelle, en fait. Ah non, mais moi, je suis une machine, moi. On va voir que tu es une machine. On vous a fait une promesse, on va la tenir. Je vous donne un petit défi. Fabien, qui est ici, vous avez vu, je crois qu'on ne peut pas faire plus passionné des robots que lui. Moi, je pensais être un passionné des robots. Je n'arrive pas à la cheville. C'est la honte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant, on va partir vous voir dans le public. Viens avec moi, pose-toi sur le canapé, là. Tu viens de rester 20 minutes debout. Tu seras beaucoup mieux là-bas. Je te propose de te mettre à côté de Lina. Tu la connais bien, c'est toi qui l'as conçue, entre autres. Oui, m'attribuer sa conception, en fait, juste pour résumer... Vas-y, assieds-toi. Avant, au sein de l'association Caliban, j'ai fabriqué à titre personnel plusieurs humanoïdes. Et ça a parlé à certaines personnes et du coup, on a créé une société avec des financements. Donc là, globalement, c'est la 5e génération de robots humanoïdes qu'on conçoit. Maintenant, on est on. Voilà. T'es prêt à répondre aux questions? Je réponds à toutes les questions qui me sont posées, il n'y a aucun problème. Alors j'y vais tout de suite. Malheureusement, c'est la fin des cours pour certains, donc ils doivent se sauver. On va aller vous voir vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes partis pour rester. Allez-y, n'importe quelle question sur les robots. Il n'y a pas de questions bêtes. Levez la main. Ah, voilà, on a des courageux qui se lancent en premier. Est-ce que je pourrais avoir ton prénom? Tiffany. Tiffany, bien ouais de te lancer en premier, c'est la grande classe. Est-ce que tu peux poser une question à notre ami Fabien? Oui. Par exemple, comme vous dites... Micro plus haut. T'es pas un robot, c'est la preuve. Vas-y. Très joli rire. Allez, d'où tu viens, ouais. Allez, d'où tu viens, Tiffany? Je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis d'un BTS comptabilité au lycée Condorcet. Je voudrais vous poser une question suite au robot humanoïde. Au robot humanoïde. Humanoïde. Oui. Oui. Parce que vous dites qu'on pourrait implanter des connaissances supérieures aux hommes. Mais je voulais vous poser comme question, si le robot est plus intelligent que nous, un jour ou l'autre, il va nous dépasser surtout. C'est pas bête ça comme question, on est mal barré. Hein. 1984. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas en compétition avec l'intelligence artificielle et on n'est pas en compétition avec le robot humanoïde. De la même façon que la main et la pince ne sont pas en compétition, bien sûr qu'une pince est capable de faire des choses que la main ne fait pas et vice-versa. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est une très grave erreur de vouloir quantifier l'intelligence. L'intelligence ne se quantifie pas. Alors on adore ça pour se faire plaisir, faire des tests de QI et tout, c'est un ramassis de conneries, ces machins. Chaque être humain possède différentes intelligences. Je suis désolé, il y a l'intelligence spatiale, il y a l'intelligence mathématique, il y a l'intelligence sensible. Il y a des gens, ils sont nuls en maths, par contre ils ont une sensibilité qui transcende d'autres personnes. L'intelligence n'est pas quantifiable. Et à partir du moment où on a ce genre de machine, qui sont intelligentes, ça ne sert à rien de vouloir la comparer avec celle de l'être humain. La seule légitimité, c'est qu'elle existe. Je fais juste une petite aparté. Quelle est la plus grande richesse de l'espèce humaine? Imagine, par exemple, je te pose une question, demain, tu as une soucoupe qui arrive, tu vois, avec un petit homme vert qui descend, et qui dit, donne-moi un seul argument pour ne pas détruire votre planète et votre espèce. Eh bien, il n'y en a qu'un seul à lui dire. C'est la richesse de l'humanité, c'est la pluralité des cultures. C'est ça la force de l'humanité. Il y a plein de cultures différentes. Forcément, un pygmée ne va pas du tout penser de la même façon comme le dirait Nadine Morano, d'un Français de race blanche. Voilà, ce genre de choses. C'est la richesse de nos cultures. Mais ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, au final, ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'on a tous le même truc dans la tête. On a tous le même cerveau. C'est juste, on va dire, notre base de données qui est différente, notre base de connaissances. Avec le robot, même la façon de traiter la donnée sera différente. Donc,
il ne peut pas y avoir de comparaison possible. Ça sera non seulement leur culture sera différente, mais leur façon de réfléchir aussi le sera. Donc on ne peut pas comparer. Ils ne seront pas supérieurs à nous, ils seront autre chose. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre question? C'était la même question, la tienne, c'est ça? À la base, oui. Alors, vas-y, est-ce qu'on peut en imaginer une autre? Est-ce qu'un jour, en fait, les robots vont nous remplacer au niveau du travail? Au niveau du travail? Oui. Ouais, c'est le gros débat actuel. C'est bien ta question. Oui, non, mais elle est super intéressante et à la rigueur, on pourrait croire qu'elle est gênante. Je ne suis pas du tout gêné par la question. Je réfléchis juste comment répondre en 2 minutes de façon claire. Les robots n'ont pas pour vocation à remplacer l'être humain. C'est-à-dire que justement, l'être humain travaille pour l'être humain. Il a sa sensibilité propre. Et ça fait écho à la réponse que j'ai donnée à la demoiselle là-bas. C'est que ces machines-là penseront différemment, feront autre chose. Quand je parle de robots, je parle de robots dans le sens noble du terme. Je vous parle d'IA forte. C'est-à-dire qu'un robot humanoïde, on peut mettre une IA forte. Moi, c'est les seuls qui m'intéressent. Les IA faibles, ça, brûlez-les, ça ne me pose aucun problème. Mais comme c'est une sensibilité différente, elle ne pourra pas travailler pour l'être humain. Elle collaborera avec l'être humain. Et donc ne pas travailler pour veut dire que ça n'est pas remplaçable, on sera autre chose. C'est-à-dire qu'une IA forte, on part vraiment sur la problématique d'avoir un compagnon, de ne plus être seul face à nos problèmes. Après, bien sûr qu'il va y avoir des industriels qui vont produire des machines qui vont voler l'emploi. Alors attention, oui, des emplois vont être volés par des robots, même les robots le plus crétins du monde, et il y en a quelques-uns ici, je ne citerai pas de nom parce que je suis très diplomate. Pendant que tu finis de répondre, Fabien, 2 secondes, préparez une prochaine question. On va enchaîner les questions, là je veux des questions. Donc levez la main les suivants et je viens vous voir tout de suite. Pardon Fabien, on continue. Et donc en fait, ah merde, du coup j'ai perdu le fil. Bah oui. Ouais, les robots crétins. C'est qu'en fait, ils vont pas voler l'emploi à des pays comme nous. Ils vont voler l'emploi d'autres personnes. La grande tendance actuelle, la grande mode, c'est au néologisme, à la novlangue, c'est-à-dire avec des mots qui veulent rien dire. Donc du coup, je me suis amusé... C'est pas moi. Du coup, je me suis amusé aussi à inventer un néologisme qui signifie rien. J'appelle ça la robocalisation. Une entreprise... Aujourd'hui, on produit français, tout le machin, et je suis bien placé pour le savoir, il y a 90% des bidules qui sont sous-traités dans d'autres pays. On désignera pas de pays en particulier. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est moins chère. Avoir ce genre de machine-là dans des pays comme le nôtre nous permet de redevenir compétitifs au niveau du coût de production, donc ramener la production dans nos pays, et une entreprise qui est compétitive, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Et moi, je suis chef d'entreprise, je ne suis pas chef d'entreprise pour m'acheter un yacht, j'en ai rien à foutre, je suis très heureux, j'ai ma baraque et mon clébard et ça me suffit. Par contre, j'ai besoin d'embaucher d'autres personnes pour amener ce genre de machin à terme. Donc, retrouver la compétitivité en France, par exemple, ne pourra que créer de l'emploi. Et effectivement, c'est le genre de machine qui va détruire des emplois, mais pas chez nous. À vous de savoir où est-ce qu'ils seront détruits, mais après, c'est à eux de se démerder. Ça s'appelle la mondialisation. Et c'est des énormes sommes qui sont en jeu et c'est la survie d'individus. Et moi, je pense que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à la France, de retrouver un outil de production qui lui permette d'être compétitif et donc d'avoir des entreprises en bonne santé et donc de recruter. On a une 3e question à côté de moi. Tu t'appelles comment? Oui, bonjour, je m'appelle Thierry. Tes parents sont là? Mes parents ne sont pas là, non, ils sont plus loin, ils sont en Charente. J'entends rien, Thierry. Oui, bon, oui, parce que tous ceux qui posent des questions, c'est de cheater. D'accord, non, c'est Thierry, moi. Donc, Fabien, j'avais une question. Si aujourd'hui je veux un robot comme le tien, comme Lina, comme Aria, si je veux un robot comme ça chez moi, combien il faut que je débourse, s'il te plaît? Un robot Cybdroid ou le robot d'un autre? Non, un Cybdroid. Un Cybdroid, par exemple, une Lina, aujourd'hui on est capable de la vendre à 25 000 € en mangeant dessus. 25 000 € pièce, sachant que le moins cher de nos concurrents, dont je ne donnerai pas le nom, mais je pense que beaucoup de personnes le connaissent,
Et aux alentours, on le sait parce qu'on reçoit des CV à tour de bras de gens de là-bas, il est aux alentours de 350-380 000 euros. Et après, des robots plutôt asiatiques, c'est plus des machines à 1-2 millions d'euros. Donc je pense qu'en fait, on propose, grâce à ce que j'appelle la robocalisation, le robot humanoïde le moins cher au monde. Et vous voyez qu'il est debout, sans aucune sécurité. On peut le chahuter, normalement il ne va pas se péter la gueule, ça me ferait mal. Donc voilà, on propose le robot humanoïde le moins cher au monde alors qu'on est français, grâce à la robotique, et pourtant j'embauche à tour de bras et tout va bien pour nous. Et du coup, Fabien, ça veut dire quoi? À 25 000 euros, ça veut dire que c'est pas un robot qu'on va avoir à la maison, à moins d'être vraiment très très riche. Qui sont tes clients? Tu les mets où tes robots? Sur ce genre de machine, on va dire c'est des caprices de personnes très aisées qui aiment bien frimer un petit peu pour accueillir leurs copains le samedi au barbecue. Salut Gégé, comment va ta femme? Ça fait cher la classe. Voilà, mais sachant qu'en fait, nous, on a une approche qui est très très proche de celle du monde du modélisme au niveau du robot, c'est-à-dire que le robot, il va être complètement décarrossable, on peut mettre les mains dedans, le modifier, on fournit tous les codes sources pour le modifier. En fait, c'est très similaire à ce que quand quelqu'un fait de l'hélicoptère radiocommandé, ce genre de choses. Il y a plein de gens en France, faut pas le croire, mais qui ont des trains électriques qui valent plus cher que ça. Donc en fait, ça nous permet de rentrer chez les gens avec des robots humanoïdes via la question du hobby, ce qui nous permet d'échapper aux questions de juridiction. Quid d'un robot humanoïde qui tombe sur un enfant au niveau de la responsabilité? Eh ben, via le hobby, quand quelqu'un se coupe la main avec son hélicoptère radiocommandé à essence, c'est pas le fabricant qui est responsable. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir un retour d'information sur comment les gens chez eux se comportent avec un robot humanoïde et pouvoir faire de l'applicatif utile. Parce qu'en fait, au final, à quoi ça sert? C'est à se faire plaisir. Mais rassure-nous tout de suite, c'est possible d'avoir un accident de Lina à la maison? J'avais pas compris. C'est possible d'avoir un accident avec tes robots à la maison? On peut se faire mal? Ah, qu'elle se fasse un faceplant par terre, là, qu'elle tombe. Sur un gamin, donc c'est dangereux. Ah bah, enfin, sur quelqu'un? Ouais. Est-ce qu'on peut se blesser avec ce genre de robot? Oui, dans l'état actuel des choses, oui, la technologie n'est pas encore mature. On travaille pour amener ça à maturité. Mais comme je vous disais, même, on se tutoie depuis 2 jours, donc on va continuer. Tu prends un Boeing 747, ça peut faire mal. T'as un risque soit d'être dedans et qu'il tombe, soit même de te le prendre sur ta maison. Oui, c'est des machines. Même l'être humain, il y a un risque. Il y a des gens qui s'évanouissent et qui tombent sur quelqu'un. Il n'y a rien, il n'y a aucune certitude. Donc je ne peux pas dire non, il n'y a pas de risque. Évidemment qu'il y en a. Le but du jeu, c'est de les réduire au maximum. Et pour l'instant, on estime que pour aller vers le marché de l'aide à la personne, donc l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes en situation de handicap, les machines ne sont pas encore assez performantes actuellement. Dans 5 ans, ça sera une toute autre paire de manches. Mais ça passe dans le cadre du hobby, voilà, du loisir. J'ai mon voisin qui a une question pour toi. Oui, je voudrais revenir à propos de l'intelligence artificielle, parce que vous avez pris la comparaison de la main et la pince. Mais la pince, sans la main, ne peut rien faire. La pince, c'est un objet inerte. Alors que la machine, est-ce qu'on risque tout de même pas, à un moment, et je pense notamment en matière militaire, est-ce qu'à un moment, la machine ne peut pas échapper à l'homme et avoir sa propre intelligence, sa propre conception, et que l'homme ne peut plus dominer? Il est dans une situation où finalement la machine le dépasse. J'adore cette question. Franchement, non mais j'adore parce qu'en fait, elle se résume à une seule et unique chose, c'est est-ce que Terminator c'est possible? Est-ce que la machine peut échapper au contrôle humain et que du coup on soit complètement dépassé par nos créations? C'est ce que le grand Isaac Asimov, l'écrivain, a appelé le complexe de Frankenstein, la peur d'être dépassé par nos créations. Et au final, ça se résume à ça, est-ce que le film Terminator est possible? Si on revient aux fondamentaux. Eh ben non, le film Terminator il est impossible et pour une raison très simple. Si on parle d'intelligence artificielle forte, même de toute façon une faible ne peut pas se rebeller parce qu'elle fait ce pourquoi elle est programmée. Donc une IA forte ne pourra pas se rebeller pour l'être humain, enfin vis-à-vis de l'être humain, pour une simple et bonne raison, c'est que Skynet dans Terminator est un abruti de première. Vous imaginez l'effort de guerre et le coût que lui représente une guerre contre les humains? Pour 100 fois moins cher, il aurait pu partir aller coloniser Mars et établir une société robotique. Pourquoi se battre pour la Terre alors que nous, pour aller sur Mars, il faut qu'on embarque l'oxygène, on embarque la bouffe, qu'on embarque les jeux de rôle et tout ce genre de choses, alors que pour une machine, il suffit qu'elle se mette en veille et elle atterrisse sur un monde à conquérir, un monde entièrement neuf pour beaucoup moins cher.
C'est-à-dire que si les machines échappent à notre contrôle, elles ne chercheront pas à rentrer en conflit avec nous, elles iront ailleurs. C'est beaucoup plus productif, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant. Donc en fait, j'adore Terminator, je suis un des plus gros fans de Terminator. Là, quand le dernier qui est sorti, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Mais c'est de l'imaginaire, c'est le complexe de Frankenstein. Une machine intelligente, elle ne va pas entrer en guerre contre nous, c'est complètement idiot. Ça coûte trop cher, ça lui fait, elle aussi, elle subit des pertes, alors que pour beaucoup moins cher, elle peut aller conquérir sa propre planète et élaborer sa propre société. Mais juste un truc là-dessus, Fabien, tu es en train de nous dire qu'une machine, elle serait trop intelligente pour être méchante avec nous. Mais nous, parfois, nous les humains, on se comporte comme des crétins, on est méchants. Alors, on n'est pas forcément intelligent dans tout ce qu'on fait. J'ai une réponse, c'est une des phrases justement d'un des romans d'Asimov que je trouve absolument parfaite, et ça sera la réponse à la question, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur cette question. C'est « Soyons pragmatiques, les robots ne sont pas sortis de l'auberge ». Ok, ça me va. Ma voisine a une question pour toi, Fabien. Oui, bonjour, vous avez parlé des robots de compagnie. Question un petit peu bête, est-ce que vous avez donné la parole à ces robots-là? Est-ce qu'ils ont la parole? Oui, bien sûr. Vous voulez que Lina dise quelque chose? Oui, j'aimerais savoir justement s'ils sont interactifs, si ces robots ont la parole, s'ils peuvent répondre à des questions. Alors là, sur des événements comme ça, on coupe les micros internes parce qu'il y a trop de brouhaha. Même moi, quand il y a 10 personnes autour de moi, je ne sais pas trop qui écouter. Donc en fait, c'est plus un micro externe. Mais oui, il y a micro, il y a haut-parleur. Je ne sais pas, est-ce qu'elle peut se présenter Conçu par Skynet. Ah, c'est sa différence avec Terminator. Je vais lui demander... Discuter avec quelqu'un, moi qui suis si bavarde. Bon, bah, c'est l'effet Microsoft. Hein. Voilà. Non, mais les robots, effectivement, parlent. De toute façon, elle n'est pas encore... Elle est pas encore complètement finie, mais... Bon. Complètement intégré, je maintiens mon équilibre de façon dynamique, ma vision est stéréoscopique, j'interagis avec mon environnement par reconnaissance et synthèse vocale, et ma base de connaissances est connectée à Internet pour l'enrichir à volonté. Si vous vous demandez ce que je suis capable de faire aujourd'hui, je suis un majordome pour les particuliers, ou encore une plateforme de recherche pour les laboratoires par exemple. Bon, voilà, c'est... Il est encore en cours, mais franchement, quand elle fonctionne de façon optimale, elle dépote. Où est-ce qu'on tente de retrouver le chemin des salons? Quelqu'un veut bien me faire passer mes peluches? Oui, elle a un doudou et elle cherche son doudou, ça lui manque. Elle a vraiment un doudou, hein, je peux témoigner, je l'ai vu hier. C'est-à-dire que quand vous présentez à Lina son doudou, elle le reconnaît direct. Parce qu'elle a 2 caméras à la place des yeux, c'est ça, Fabien? Tu m'entends? Allô, allô? Non. De quoi? J'ai pas entendu. Tu t'es mis en mode sieste, c'est comme tes robots. Oh, en fait, tu te mets en veille parfois. Elle a des caméras à la place des yeux, elle peut reconnaître son doudou? Oui, vision stéréoscopique, elle modélise les objets en 3D dans l'environnement. Mais bon, là, avec le projecteur de la DCR en pleine tronche, elle voit tout à contre-jour, donc la démo serait pas très concluante. Non, mais je l'ai vu et je peux jurer que tu dis la vérité. C'est-à-dire que non seulement elle voit son doudou, mais elle sait à quelle distance il est et elle peut l'attraper. Exactement. J'ai une question d'un prof maintenant. Oui, tout à fait. Mince, j'espère que j'ai pas dit de conneries au niveau de l'enseignement tout à l'heure. Quelques-unes, mais bon, allez, ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, Karim Saïdi, professeur d'économie au lycée Condorcet de Saint-Quentin. Et donc, voilà, j'accompagne la classe là, qui est ici, dont certains étudiants ont posé des questions. Il a été dit tout à l'heure qu'en gros, on évalue à 700 000 emplois directs liés à la robot numérique, plus 300 000 indirects, donc en gros 1 million d'emplois. La question que je voulais vous poser, c'est la suivante. On le sait depuis 30 à 40 ans maintenant, notamment en France, nous avons un secteur industriel qui est déclinant. L'industrie baisse. Il y a 30-40 ans, c'était 30% du PIB. Aujourd'hui, c'est tombé à peine à 15%. Donc, est-ce que, et au profit donc du secteur tertiaire, puisque nous sommes dans une tertiarisation de l'économie. Aujourd'hui, 75% des emplois sont liés au tertiaire. Donc ma question elle est simple, est-ce que la robot numérique peut contribuer à relancer ce secteur industriel qui est moribond? Et de manière concomitante, est-ce que finalement ça va surtout, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, servir
le tertiaire, avec notamment les services à la personne. Moi, en me baladant dans le salon tout à l'heure, j'ai vu un petit robot qui apparemment coûtait 2000 € et pouvait aider des personnes qui ont été victimes d'un AVC. Vous voyez, est-ce que finalement les gisements d'emploi, ils ne sont pas dans les services, et notamment les services à la personne? Il parle bien, les profs. Hein. Juste, donc vous avez évoqué des chiffres. Juste pour vous répondre, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du pharma à faire des statistiques médicales. Donc en fait, je sais très bien de quelle façon de faire dire aux chiffres ce que j'ai envie qu'ils disent à partir de n'importe quelle donnée. Donc c'est mon métier. Donc c'est pour ça, en fait, les chiffres que vous annoncez, oui, pourquoi pas d'autres et tout. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, le robot va aller sur le secteur du service à la personne. Là, on est en train de voir avec certains CHU pour la génération suivante de l'INA, procéder à des essais dans les CHU, pas pour remplacer le personnel soignant, mais voir de quelle façon il peut assister le personnel soignant pour qu'ils sont débordés, ils n'ont plus assez de temps pour faire les choses, de pouvoir les décharger un petit peu pour pouvoir faire du qualitatif. Donc, au niveau de l'aide et ainsi de suite, le secteur tertiaire, c'est évident en étant pragmatique, en parlant juste en termes de pognon, c'est un marché qui est incontournable. Il y a plein de boîtes qui disent on est prêt, on va le faire et tout. Moi, je considère que c'est n'importe quoi, il y a encore un petit peu de temps, il y a encore besoin de quelques années pour que ça ait une utilité réelle. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez au niveau de l'industrie, et c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que la cobotique, des machins comme le bras qu'il y a là-bas, mais ça devient des machines abordables pour des petites PME, et ils n'ont plus besoin d'aller sous-traiter à l'autre bout de la planète, à des peuples qui sont mal payés, qui sont martyrisés, et ainsi de suite, pour pouvoir produire des gadgets. On peut le produire chez nous. Donc évidemment que ce genre de machines vont permettre de relancer une industrie en France, que j'appelle la robocalisation. C'est la robotique qui relocalise notre outil de production. Mais merde, ramenons notre outil de production chez nous, parce qu'en plus de ça, non seulement ça fera bouffer notre voisin, parce que moi je suis un humaniste et ainsi de suite, mais mon voisin qui crève la dalle, en fait ça me parle plus que ce que je vois à la télé. Déjà, occupe-toi de toi, ne sois pas un poids pour la société avant de te préoccuper des autres. Et ramenons notre outil de production chez nous, et au-delà de ça, ce qui est très important, c'est que ramener l'outil de production chez nous, combien ça va enlever de supertankers qui consomment des tonnes de pétrole à l'heure pour la planète? Produire chez nous, c'est aussi un acte écologique, c'est ce qu'on appelle les circuits courts. Pourquoi les faire fabriquer, je vais être vulgaire, mais une merde qu'on achète à 2 € en supermarché, qui a été fabriquée en Chine, et qui doit transiter via des supertankers en brûlant du pétrole pour un jouet fabriqué à partir de pétrole qui de toute façon sera pété au bout d'1 heure et sera balancé, c'est complètement débile, on marche sur la tête. Donc non seulement oui, la robotique va bénéficier au tertiaire, c'est évident, mais permettre une réindustrialisation de notre pays, donc recréer de l'emploi dans ce domaine-là, et en plus de ça, il y a une responsabilité écologique, il va y avoir une balance écologique nettement moindre quand les pays produiront enfin chez eux, enfin les PME et des trucs comme ça qui ont pris l'habitude de sous-traiter. Enfin voilà, ça n'est que bénéfique. Donc pour moi, il ne faut pas du tout avoir peur de ce genre de choses. Au contraire, il faut l'accueillir à bras ouverts et l'engager. C'est pour ça qu'on a accepté de venir au robot numérique, parce que Saint-Quentin a pris la décision de partir dans cette voie-là, qui pour moi est une voie du XXIe siècle. L'économie du XXe siècle, elle appartient au XXe siècle. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Fabien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu m'entends ou pas? Je suis là. Oui. Ah, coucou. Ça va? Ah oui, je me déplace, je fais du sport. Alors j'ai une excellente nouvelle pour toi, c'est que je suis avec le fabricant du machin et il a une question à te poser. Avec qui ça? Le fabricant du machin, tu sais, le bras là. Ah, il est chouette, hein. Désolé pour le terme machin. Il va te poser une question. Oh là là, incident diplomatique. Pas de souci. Oui, ma question, c'était sur l'intelligence artificielle. J'aurais aimé savoir si pour vous, l'intelligence artificielle, elle était connectée ou non. Je m'explique. Est-ce que, comme on a aujourd'hui, le robot va faire des requêtes qui ensuite vont être traitées par des supercalculateurs quelque part sur la planète et vont lui renvoyer l'info, ce qui voudrait dire qu'il aurait une espèce de fil à la patte qu'on pourrait facilement lui couper, comme ça pour éviter de rassurer monsieur, pour pouvoir rassurer monsieur, ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait rester à l'intérieur de la machine et donc qui ne pourrait pas être
mutualisé, je dirais facilement, sauf si les machines se rencontrent. Donc c'est un petit peu voilà, philosophique ce que je dis, mais et surtout dans le cas où cette intelligence artificielle elle est délocalisée, ça veut dire qu'elle appartient à quelqu'un et à qui elle appartient. Bah c'est une vraie question. En fait, l'idée, c'est utiliser pour les termes tendance. C'est en gros une intelligence artificielle dans le cloud. Voilà, c'est ça. Là, il y a une réelle question éthique. Alors, c'est-à-dire que déjà, moi, en termes d'intelligence artificielle dite forte, je n'y crois pas spécialement, même si j'estime pas que ce soit impossible. C'est tout simplement parce qu'en fait, une intelligence, comme j'ai dit, elle doit être sociale. L'intelligence ne saurait être sans évoluer en société. Et pour évoluer en société, il faut avoir un corps corporel, interagir avec la réalité. J'imagine difficilement si jamais un jour Google, par exemple, parce que c'est de eux dont il s'agit, voilà, si Google un jour accède au stade de la conscience de soi et ce genre de choses, de quelle façon il pourrait interagir avec nous? En fait, son corps serait pluriel. Je pense que le décalage en termes d'intelligence ferait que le dialogue deviendrait difficile, pas pour des guerres, mais c'est comme les fourmis, par exemple, sont extrêmement intelligentes. On le voit, même parfois elles sont plus intelligentes que nous, elles sont meilleures architectes que nous, et ainsi de suite, mais on n'a aucune possibilité d'échange avec elles du fait du décalage entre nos intelligences. Donc, ouais, c'est possible, mais enfin, ça sera une vie parallèle. Après, au niveau des IA faibles, c'est ce vers quoi on tend, et là j'estime que c'est un drame, et il faudrait que nos gouvernements, au lieu d'utiliser des 49.3 pour pas faire passer des lois complètement inutiles, qu'ils utilisent le 49.3 pour justement empêcher ce genre de choses, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est l'IA faible qui est dangereuse, parce qu'elle est ce qu'on met dedans, et que si on met dedans quelque chose qui n'est pas forcément très très beau, alors là avec une puissance de frappe, une puissance de calcul à échelle planétaire, c'est la fin des haricots. L'IA forte, je ne vois pas d'intérêt pour elle d'être globale. Au contraire, elle doit être individuelle. Voilà. Une petite question perso, Fabien. Si j'ai bien compris la différence que tu fais entre les robots aspirateurs qu'on voit partout en ce moment, tu vas à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, j'en cite plusieurs, hein, pour pas qu'on croie que je fais de la pub. Ça a l'intelligence d'un cafard, en gros, ces bestioles. Est-ce que c'est des robots pour toi? Est-ce que c'est intelligent? Bon, enfin, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus de langage. Il y a des machines qu'on appelle des robots alors que c'est des automates. Il y a des machines qu'on appelle des drones alors que c'est des quadricoptères. Aujourd'hui, justement, les médias et la presse utilisent à tour de bras de la novlangue. Hein, c'est pareil en politique. Fais gaffe à ce que tu dis sur les journalistes, hein, s'il te plaît. Pardon? Oui. Fais gaffe à ce que tu dis sur les journalistes. Ah bah oui, c'est pas pour ça que je dirais pas. Je suis pas un adepte de la novlangue. Bon, là, en fait, techniquement, un robot, c'est qu'il doit pouvoir prendre des décisions de façon autonome par rapport à ses capteurs et tout. Donc après, ça dépend des machines. Après, moi, ce genre de machine, je ne dirais rien pour rester diplomate. Voilà, tout simplement. Je te propose maintenant de répondre à la question de ma voisine. Alors moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'un robot de type humanoïde pourrait, par exemple, soulever des gens ou, par exemple, on parlait tout à l'heure de les intégrer dans des maisons de retraite, réagir, par exemple, à une situation qu'une personne âgée est tombée et la relever rapidement, en fait? Alors, en fait, il y a deux paramètres à prendre en ligne de compte. Dans votre question, en fait, elle sous-entend deux problématiques. Soulever une personne, il y a deux choses. Est-ce que techniquement parlant, c'est possible? Oui, parce qu'il y a déjà des robots qui en sont capables. Donc, la question ne se pose pas. Est-ce que juridiquement parlant, c'est possible? Ça, c'est une autre question. La machine va aller toucher l'individu. Imaginez donc que le robot en question ait la puissance nécessaire pour soulever la personne. Ça veut dire qu'il a la puissance nécessaire pour lui casser une jambe ou lui casser le bras en cas de mauvais fonctionnement. Si le robot, avec la meilleure intention du monde, il essaye d'aider une personne âgée qui est tombée à se relever, mais qu'il l'attrape mal et qu'il lui casse en deux l'avant-bras, quid de la responsabilité du fabricant, Donc, techniquement parlant, on peut imaginer sur des machines effectivement coûteuses, parce que ça nécessite beaucoup de puissance, que c'est possible techniquement. Même si c'est complexe, c'est possible. Par contre, juridiquement parlant,
Mais l'entreprise qui déciderait de faire ça, mais elle est complètement cinglée. Il faut que déjà ça légifère à l'Assemblée nationale et qu'ils votent des lois, ce genre de choses. Pour l'instant, mais personne ne prendra le risque de faire ça. C'est pour ça que ceux qui disent que oui, on est prêt à aller vers ce marché-là aujourd'hui, c'est du pipeau, quoi. Voilà, c'est tout, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Moi, je ne prendrai jamais le risque de ça tant qu'ils n'ont pas légiféré sur la question. Voilà. Fabien, j'ai une dernière question pendant que Florence Ouvestre, notre dernière invitée, s'installe. Je t'en prie, Florent, rejoins-nous. Une dernière question pour toi, justement sur ces services à la personne. J'ai vu quelque chose d'assez rigolo au Japon. Tu connais forcément ça, ça s'appelle les exosquelettes. Ça permet par exemple à du personnel hospitalier, on leur met dessus une structure externe, qui est une structure, alors c'est pas des robots, mais c'est une structure robotisée, qui permet de rendre beaucoup plus fort. Si un ouvrier l'utilise, il peut porter des charges plus lourdes dans un entrepôt, par exemple. Ça peut marcher soit de manière pneumatique, soit sur de la robotique plus traditionnelle. Ça existe aussi bien pour le bas du corps que pour le haut du corps, ou des combinaisons exosquelettes complètes. C'est exactement ce qu'il y a dans Iron Man. Est-ce que ça, tu y crois? Je sais que ça existe beaucoup au Japon, c'est déjà implanté dans les hôpitaux. Ça arrive en Allemagne, est-ce que c'est pour bientôt en France? Bah, j'espère que c'est pour bientôt en France, parce qu'écoutez, c'est quelque chose d'absolument magique. C'est de la magie, ça permet à une personne qui est en fauteuil roulant de pouvoir de nouveau marcher. C'est de la magie, c'est des appareils magnifiques. Nous, on ne sait pas faire ce genre de machine parce qu'il y a un interfaçage entre le biologique et le mécanique. Nous, on n'est que sur du mécanique. Mais moi, je suis sidéré à chaque fois que je vois ce genre de machine. Mais évidemment, j'y crois. Et en plus, je les ai vus fonctionner, ces machins-là. Et oui, d'une certaine façon, on se dirige vers l'homme bionique. L'être humain augmenté, ça c'est encore un autre débat. On pourrait faire une autre conférence d'1 heure avec questions-réponses dessus sur le truc. On la fera tous les deux l'année prochaine. Eh ben, on la fera l'année prochaine. Mais voilà, c'est la question de l'être humain augmenté. Mais évidemment, les personnes en situation de handicap, c'est pas aussi pour ce genre de choses qu'on fabrique des machins comme ça. C'est pour les aider. Bah oui, je suis à fond pour et j'y crois. Et si j'avais le pognon, je créerais une filiale pour travailler là-dessus. Donc si quelqu'un a du pognon et qui a envie de se lancer là-dedans, je suis preneur. Reste avec nous, Fabien. Je voulais te remercier sincèrement parce que c'était passionnant. Merci de nous avoir donné tout ce temps cet après-midi. Merci aussi à ce que tu fais avec ton asso, Caliban. On a eu droit à un tour avec des robots incroyables toute la journée, pendant ces 2 jours d'ailleurs. Et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. C'est vraiment impressionnant.